Bien, bonjour tout le monde, ici Marc-André Morel. Je suis en compagnie de notre invité spécial pour une entrevue très spéciale aujourd'hui à CoachTaxi.tv. Il s'agit de Jean-Marc Chaput. Jean-Marc, salut. Salut, toi. Très heureux de t'avoir avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Chaput, premièrement, je dirais que c'est une légende ici au Québec, mais pas seulement au Québec, mais aussi dans la francophonie mondiale, parce que c'est lui qui a pavé la voie pour nous tous aujourd'hui, conférenciers et tout, non seulement au Québec, mais aussi en France, en Belgique et tout ça. Un vrai de vrai motivateur ici. Un de ses livres, son dernier en fait, Une vie d'amour et d'épreuves, Jean-Marc Chaput, aux éditions La Semaine. C'est un livre évidemment que j'ai lu il y a quelques années quand c'est sorti. On peut en apprendre beaucoup non seulement sur toi, mais aussi sur celle qui est toujours soit dans l'ombre ou derrière la caméra, mais qu'un jour on verra peut-être, c'est-à-dire votre muse, Céline Chaput, votre épouse depuis toujours. Celle que j'appelle maman. Celle que vous appelez maman, exactement. Maman. Affectueusement. Oui, et elle vous appelle papa. Exact. Alors, aujourd'hui, je vais vous appeler Jean-Marc. Ah oui, oui. Et même si on se connaît depuis une vingtaine d'années, je vais quand même continuer de vous voyer. Oui, fais bien. Comme je le fais toujours, même si vous me demandez le contraire, oui. Je vais continuer. Écoutez, Jean-Marc, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être d'aller un peu soit sur votre site Internet ou de lire le livre et tout ça. Mais on parle de quand même quoi? 46 ans de métier. Bien, commencé en 70. Exact. 1970. Donc, et là, on est en octobre 2016. Là, pour ceux qui ne savent pas, on est à Montréal. Et vous, en plus, on peut dévoiler votre âge? Ben oui. OK. 1930, donc ça vous fait bientôt, le 6 novembre, ça va vous donner 86 ans. Et puis, moi, je peux dire, il y a une expression au Québec que j'adore, c'est « péter le feu ». Et moi, je trouve que là, je sais que nos abonnés en Europe vont se demander, mais péter le feu, c'est d'avoir la niaque, c'est d'avoir le feu là où on passe. Une espèce d'enthousiasme. Oui. La vie, c'est de l'enthousiasme. Oui. Tu as le droit de la sortir, etc., quel que soit l'âge. Oui, et moi t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Oui. Dis-le, sacre-affaire, sors-le. C'est ça qui arrive. Oui, et puis là, vous l'avez à 86 ans, j'espère que je vais être comme vous. Oh, tu vas l'avoir. Et comme Céline. Tu vas vivre plus vieux, toi. Ah, je sais pas. Mais, ouais. Chose certaine, c'est qu'à chaque fois que je rentre chez vous, que ce soit l'été, l'automne, le matin, le midi, le soir, pour aller prendre notre café, tout ça, pour aller voir à votre anniversaire et tout, vous avez toujours le sourire, vous avez toujours cet enthousiasme-là, comme vous dites. Et puis, ça me surprend parce qu'évidemment, on en connaît des gens qui ont votre âge. Et même Céline est pareille, là, je veux dire. Céline, elle n'arrête pas. Là, je pense qu'on disait ce matin que... On se répète souvent, Céline et moi, que la vie est belle. Oui. Et je pense que le fait de le répéter, tu l'incorpores. Oui. Pas seulement de le vivre et de t'en parler, tu l'incorpores parce que tu dis, la vie est belle. On se l'est dit encore hier soir, mon Dieu qu'on est bien. Mon Dieu que c'est tranquille, c'est beau. Bien, c'est justement la première question que je voulais vous demander. C'est qu'est-ce que, après toutes ces années, qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Bien, elle m'a appris des choses assez incroyables, mais elle m'a appris une chose bien importante. Que si tu la trouves pas belle, elle sera pas belle. Mais si tu la trouves belle, elle va être belle. Ce qu'elle m'a appris, c'est que c'est moi qui imprime ma vie. Ma vie ne m'imprime pas, c'est moi qui l'imprime. J'ai le droit, comme une matrice, j'ai le droit d'ajouter là-dessus mes empreintes de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bouts difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui disparaissent. Mais malgré tout, il y a toujours ça qui existe, de savoir sacrifier ce que c'est le fun. Et ça, pour moi, ça doit être quelque chose que tu traduis, parce que le fait que tu le traduises, la personne en face de toi a beau dire « oui, mais ça va mal », tu dis « oui, mais regarde les beaux côtés, regarde l'arbre derrière moi, regarde la rivière, regarde si c'est magnifique. Tu as toujours ça, c'est là. Il y a toujours quelque chose de positif dans ce que tu vois, dans l'entourage. Accroche-toi là-dessus. Ah, c'est merveilleux d'entendre ça parce qu'effectivement, on s'attend souvent que nos affaires aillent bien, donc on ira bien après. Mais dans le fond, ce qu'on devrait savoir, comme vous dites, c'est qu'à partir du moment où on se sent bien, on est bien, nos affaires vont aller bien. Exactement. C'est toi qui imprimes. Ouais. C'est toi qui as la manivelle qui tourne la manivelle pour imprimer. Alors, si tu imprimes la tristesse et des larmes, bien, tu as une vie avec des larmes. Là, je vous écoute, Jean-Marc, puis je vous connais assez autant comme conférencier parce que je vous ai vu, moi, je suis un groupie depuis toujours. C'est comme ça que je vous ai connu, évidemment, votre personnage public. Mais vous êtes aussi Jean-Marc Chaput,
l'être humain Oui. exactement comme ça, comme on vous voit sur scène aussi. Donc, Exactement. Je pense pas d'avoir changé quoi que ce soit sur scène. Et c'est ce qui me... En fait, ce qui est difficile sur scène pour quelqu'un, c'est de sentir que tu dois conquérir les gens, du moins leur dire quelque chose qui les intéresse. Mais d'un autre côté, tu es un gars bien ordinaire dans l'affaire. Tu es un humain ordinaire comme eux, avec des hauts, des bas, etc. Mais tu as des idées, puis tu as la chance de penser. C'est ça qui est extraordinaire. donc c'est quoi un conférencier, donc, pour vous? Oh, bien, des qualités de conférencier. Des qualités... J'ai souvent dit qu'un conférencier, c'est un témoin. Ce que j'essaie de dire depuis 70, c'est d'être témoin. J'ai été témoin d'une certaine vie. J'ai bâti certaines affaires. J'ai eu des pépins, j'ai mangé des coups de pied, etc. Et de là, comment je m'en suis sorti? Qu'est-ce que j'ai fait avec quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas le faire seul. Donc, comment toi, si je te parle, je peux donner comme exemple? Je ne veux pas que tu copies faire comme moi. Au contraire, c'est ça qui est dangereux. Les gens viennent me voir, puis Valérie, le conférencier, peux-tu m'aider? Mais je ne peux pas t'aider à autre chose que toi. Es-tu toi quand tu fais ta conférence? Ou si tu es copié-collé, ou si tu joues le rôle d'un autre, ou si tu fais des choses, puis c'est pas toi. Arrête d'être un autre. Ah oui, Picasso disait copier, c'est terrible. Mais se copier soi-même, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Parce que ça finit par un peu comme les partis politiques en ce moment, un peu partout dans le monde, mais je parle ici au Québec, je peux dire de ça. Je peux parler de ce que je connais, c'est que on veut toujours prendre ce qu'il y a de bon d'un autre parti qui a une philosophie, une mentalité, une personnalité, une couleur différente. Et puis on finit par prendre ce qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on considère de bon à un et l'autre, et on finit au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans à avoir rien. Parce que c'est juste du réchauffé et du réchauffé. Et dans ce sens-là, un conférencier, c'est une espèce de témoin qui dit « Voici, j'ai vécu une vie ». Et c'est pour ça que je dis qu'un conférencier doit être vrai. C'est la véracité de ce qu'il dit. C'est pas de dire « ben moi, je me sers beaucoup d'articles, etc., que je sors régulièrement. Mais les articles, je les vois mon prisme à moi. À travers moi, j'ai compris ça de l'article. Je comprends que c'est ça que ça veut dire. Comme quelqu'un me disait, on lui a demandé hier, j'ai écouté une émission, on lui a demandé est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Puis il a regardé, il dit ni l'un ni l'autre. Je suis des deux. Parce qu'il faut être des deux. C'est ça. Parce que comment tu fais? Que la vie, c'est pas des chocs puis se battre, c'est se concilier, c'est reprendre les peuples. Et la difficulté de notre société à l'heure actuelle, dans tous les pays du monde, c'est la réconciliation est tellement... On a l'impression que c'est un geste incroyable. Mais la réconciliation, c'est le fait que tu peux changer d'idée. Ce que je fais moi-même. Alors, de sortir quelqu'un et de dire « Tu as écrit ça en 20 ans. » Ben oui, mais je n'étais pas la même personne. J'étais quelqu'un d'autre. Exact. Et ça, maintenant, je suis quelqu'un... Mais c'était vrai, c'était quelqu'un d'autre. Il y a 20 ans, c'était une personne différente, tout ça, mais c'était quand même vrai à ce moment-là. Mais c'était vrai. Puis je suis content que vous ayez mentionné le mot véracité parce que les Grecs appelaient, vous savez, je donne une formation pour devenir conférencier, puis une des choses qu'on fait, c'est qu'on définit justement ce que c'est, et eux, ils appelaient ça vérax. En fait, le terme, c'est vérax. Et vérax, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais le truth teller, c'est-à-dire le diseur de vérité, qui passait de village en village, que ce soit Aristote, Socrate, Platon, etc., donc, et compagnie, ces orateurs-là, ces philosophes-là, ces sociologues-là aussi en même temps, parce que le conférencier, c'est aussi une partie sociologue. Bien, évidemment, c'est un témoin. Alors, comme sociologue, il est témoin de sa société, il est témoin de ce qui se passe. Puis, prenant des articles dans les journaux très courants, j'essaie d'avoir les plus à date. Bien, le fait d'être à date, je leur dis, bien, ça pour moi, ça donne cette affaire-là. Et l'idée de confronter. D'ailleurs, tout notre système démocratique dont on est si fiers dans les pays, et qui est né en Angleterre, là, des siècles et des siècles, on ne se rend pas compte. Mais il n'est pas fait d'opposition. Et pourtant, il est né en opposition. On a tous un parlement dans lequel le parti au pouvoir et l'opposition. J'ai dit à quelqu'un l'autre fois, puis je parlais à un groupe de personnes d'Israël, c'était de leur dire que j'admirais leur système, eux autres laïcs, parce qu'il y a trop de partis politiques. Je disais, ce qui est extraordinaire, il n'y en a pas un qui a le pouvoir, mais il n'y en a pas un qui a la bonne idée. Ils ont toutes des idées qu'ils mettent ensemble. Et pourtant, c'est un pays qui développe des quantités de choses, qui découvre beaucoup d'imagination, qui est bien administré dans un sens. Il y a toute l'agressivité, mais il n'essaie pas de se battre dans le Parlement. Tu ne peux pas faire un gouvernement sans concilier en Israël. Ici, le problème, c'est j'ai la majorité. C'est moi qui mène.
le bâillon. Tous ces termes-là sont des termes de la vieille démocratie anglaise qu'on devrait éliminer. Donc là, ça nous amène à parler d'un de vos sujets de prédilection, en fait, qui a toujours été l'humain. Oui. Selon vous, là, vous regardez, on parle de choses qui sont arrivées avant nous, comment ça semble se passer maintenant. Selon vous, l'être humain de demain, il ressemblera à quoi? Il va ressembler à quoi l'être humain de demain? Il va être beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus éveillé. On le voit d'ailleurs même dans cette petite province qu'on appelle le Québec à l'heure actuelle, qui est énorme au point de vue géographique, mais avec très peu de population. C'est un peuple nouveau qui est né. Les gens ne pensent pas de la même façon, ne voient pas la même chose. Et maintenant, le métissage des Québécois, c'est quoi? C'est des Nord-Américains. Donc, il y a Américains dans le mot. Ce sont des descendants de Français. Donc, ce sont des Français aussi. Mais en plus, ils vivent dans un système britannique. Donc, ils ont la logique britannique. C'est tout ça mêlé qui fait à l'heure actuelle un peuple différent de ce que peut être les autres, de ce que peut être un Polonais, de ce que peut être un Français, de ce que peut être un Africain. Et sans compter que eux, les Polonais, les Ukrainiens, les Italiens, les Grecs, là aujourd'hui même les Chinois, les Russes et tout ça, là, qui commencent à peupler même mon voisinage. Moi où je suis, ça fait 20 ans que je suis dans le même quartier et c'est incroyable. Là, je pense qu'on a comme 40% maintenant de notre population. Et d'ailleurs, et c'est ridicule de penser qu'on peut faire des barrières à nos pays. Les pays vont s'intermêler, etc. Oui. Mais le conférencier est celui qui témoigne de cette possibilité-là devant des gens. À 86 ans, c'est d'autant plus fort que je suis de la vieille génération où j'ai vécu dans des barrières assez simples. Parce que, mais à l'heure actuelle, je regarde, puis je me dis, ben oui, c'est ça, il y a des gens de partout qui viennent, puis on s'échange. Dans le parc, je parle des gens qui sont musulmans, on parle des enfants, il est beau, il est joli, le petit bébé est fun, puis tout, puis on échange d'où vous venez, de quel pays, comment ça va, fait combien de temps vous êtes chez nous, et vous êtes incorporés, ça va. C'est ça vivre. Et ça, c'est être un conférencier de témoin. Le danger, c'est que comme témoin, on commence à donner des recettes. La vie, c'est pas une recette. La vie, c'est vivre. Et quand on vit, quand on meurt dans la vie, sacrifice, ferme-toi pas. Quand on parle de monde meilleur, vous savez, là, construire un monde meilleur, souvent les conférenciers même utilisent ces approches-là, être le meilleur de nous-mêmes, construire un monde meilleur. Il ressemblerait à quoi, vous, le monde meilleur? Le monde meilleur ressemblerait à des gens qui ne se confrontent plus, mais qui essayaient de faire de la concertation. Où on aurait des gens dans une assemblée qui diraient « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? » Bien, les pays scandinaves ont un peu ça, où on fait des négociations ouvrières avec l'Union, le gouvernement et les propriétaires de manufactures et d'entreprises. Ces trois forces, on les met ensemble et on dit « Les prochains 5 ans, qu'est-ce qu'on vise? L'augmentation de salaire devrait être quoi? » Évidemment, moi, je veux le maximum de salaire, mais si tu veux le maximum de salaire, on ne pourra pas organiser des emplois facilement, puis si on va tout mettre dans un salaire, on n'aurait pas assez de place pour partir et agrandir l'usine, parce qu'il y a un risque à prendre, là, puis ça prend des fonds. Ah, bon, c'est intéressant. Puis toi, le gouvernement, il va falloir que tu fasses affaire avec des gens qui ont besoin d'aller assez vite. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas accélérer pour que nous autres, on puisse pondre plus vite, puis aller un peu plus vite dans cette société qui est en fait avant-gardiste? Ça, c'est un conférencier. Un bon exemple. Un bon exemple. Là, dernière question. Si vous ne voulez pas répondre, je vous laisse le droit. 86 ans bientôt. Oui. Selon vous, bon, premièrement, pensez-vous à la mort? Oui. Évidemment, ma femme a 84, Céline. Maman a 84, puis moi j'ai 86. C'est évident qu'on approche. Il y a beaucoup plus de temps passé que de temps à venir. Et on y pense. Qu'est-ce que ça va être? Oui, puis quand vous y pensez, à quoi vous pensez en fait? Qu'est-ce qui devient la source? C'est quoi l'image que vous avez? Mais en fait, l'image que j'ai, c'est que je regarde les gens autour de moi, puis je me dis, non, il ne faudrait pas que je réagisse comme ça. Non, il ne faudrait pas. Comme quoi? Comme, par exemple, d'être dans un deuil perpétuel pendant 6 ans ou 10 ans. Alors donc, tu as un deuil, tu fais un deuil, puis il faut que tu en sortes. Il faut que tu sortes une façon de t'en sortir. Vous voulez dire qu'un moment va partir si vous êtes là et vice-versa? Ah oui, mais moi, ça va être un long deuil probablement, puis c'est ça que j'ai peur. C'est ça que je travaille, parce que Céline va se débrouiller merveilleusement bien. Elle a beaucoup plus le sens de la débrouillardise que je l'ai. Moi, j'ai plus le sens de tourner des pages, puis de lire, puis de regarder des revues. Mais ce sens-là, il faut que je le trouve. Alors, ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais la vôtre. La mienne. La vôtre.
ma mort à moi, ma mort me fait pas peur. Parce que j'ai mon père, quand mon père est décédé, là, quelques années maintenant, là, plusieurs années même, on était à la campagne, comme ça, assis. Puis c'était le soir, sur un balcon, pour regarder la rivière des Outaouais qui passe. Et regardez la grande rivière des Outaouais. Puis j'ai dit à mon père, tu sais, il te reste 3-4 mois à vivre. Mais dans 3-4 mois, tu vas être parti. Ce qui m'a trouvé le plus dur, c'est que tu sois parti. C'est que tu sois parti, puis que je ne pourrais plus, comme ce soir, te parler. Puis je me rappelle, il m'a regardé avec un sourire, puis il m'a dit, voyons non, Jean. Il m'appelait Jean. Voyons non, Jean, Johnny, je suis dans chacun de tes enfants. Ah, c'est beau. Je suis dans tous tes petits-enfants. Tu vas me voir partout. Et là, il m'a donné l'idée que dans le fond, chaque être humain est un passeur. Et moi, je passe comme mon père, ma mère. Et moi, j'aurais passé. Évidemment, mon passage achève. Il n'est pas question que je revienne. Je continue, mais d'un autre côté, ça va finir, ce passage-là. Mes enfants vont être de l'autre côté de la rive. Je les aurai passés dans un nouveau siècle, une nouvelle façon de voir, j'espère. J'aurais discuté d'idées, on n'est pas toujours d'accord, bien au contraire, mais on échange beaucoup. Et dans ce sens-là, j'aurais fait ce bout-là. Et quand je regarde ma famille, à l'heure actuelle, qui est nombreuse, je regarde mes 5 enfants, puis je regarde les 21 petits-enfants, puis les 8 arrière-petits-enfants, puis je les regarde tous, prenant un par un, je me dis, maudit bel job. Bien réussi. J'ai bien fait ça parce qu'ils ont la capacité de regarder en avant, la capacité de vivre et la capacité de passer à travers des bouts difficiles sans perdre leur enthousiasme. Oui. D'être capable de rebondir des circonstances difficiles. Exact. Et ça, pour moi, eux autres vont être des passeurs après moi. Tu sais, les Juifs ont une phrase extraordinaire en parlant des souvenirs. Ils disent que tous les humains doivent être des racines et des ailes. C'est ça qu'on laisse à nos humains. Et quand je regarde mes enfants, je me dis, je leur ai laissé des racines. Ils savent d'où ils viennent, ils connaissent la famille, ils savent qu'on est un peu l'arbre généalogique, mais surtout, ils connaissent les grands-parents, qu'est-ce que c'était. Et quand maman puis moi, on se voyait. Alors, eux autres peuvent le transmettre. Ça, c'est les racines, ils sont pris dans cette terre-là. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que je dis, j'admire les gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs, parce que j'ai les pieds pris dans cette terre-là. Mais ça, c'est différent. Mais ils ont les ailes. Ils ont les ailes. Les ailes, c'est que je leur ai donné la possibilité de voir plus grand. Regarde le ciel, il est bleu, c'est magnifique. Pars, vas-y, essaie quelque chose. La pire chose, c'est de ne pas essayer. De ne pas avoir cette curiosité. Et ça, c'est ce que je leur ai laissé. Et ça, je trouve que c'est, maman puis moi, on leur a laissé la débrouillardise. On leur a laissé l'idée à 84 ans, 86 ans, de voyager, d'aller découvrir le monde, de partir tous les deux en avion avec une petite valise. Pas 36 valises, une valise. Hein? Et de toute façon, tu vas revenir, tu n'auras pas mis le linge que tu as apporté quasiment. Alors tu y vas, des livres en masse pour pouvoir... Puis se promener, aller sentir les gens, aller sentir... Ça, ils ont compris ça. Ils n'ont pas peur de regarder puis de dire la vie est beaucoup plus grande que ça. C'est ça que je leur ai laissé. Des racines et des ailes. C'est beau. Puis oui. vous nous les avez laissés à nous aussi, ben oui. Peuple québécois. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bienvenue. Un gros merci. Mais je ne le laisse pas qu'au peuple québécois, je le laisse au monde. Oui, au monde entier, Monde absolument. entier. Salut Jean-Marc, à bientôt. Ciao.